Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, chers futurs docteurs de l'Université de Montpellier, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie qui est à la fois protocolaire, mais qui se veut aussi conviviale, cérémonie de remise donc doctorat honoris causa de l'Université de Montpellier au professeur Thomas Weckel, qui est professeur émérite à l'Université Duke, en Caroline du Sud, donc aux États-Unis, spécialiste donc de génie civil et environnemental. Candidature portée par, d'une part, le directeur de l'IUT de Nîmes, Saïd El Youssoufi, mais également donc par le LMGC, puisque nous avons la volonté au niveau universitaire, mais je parle sous l'autorité du vice-président en charge des relations internationales, eh bien, de faire en sorte que les personnes que nous honorions eh bien, résultent propositions donc à la fois de composantes pédagogiques, mais également propositions de structures de recherche. Le doctorat honoris causa donc vise à honorer des collègues essentiellement de nationalité étrangère, on dit personnalités scientifiques de nationalité étrangère, ayant rendu des services, la formule n'est pas très élégante, ayant rendu des services, on est quand même donc, on n'est pas une société occulte, ayant rendu des services donc aux sciences, aux lettres et aux arts, ou également ayant rendu des services aux établissements ou à l'État qui le délivre, puisque c'est un doctorat. Alors quand on dit service, il ne faut pas l'entendre donc au sens de passeur de plat, mais plutôt donc au sens de collaboration scientifique, collaboration pédagogique, ou également en raison des vertus et des mérites donc du récipiendaire. Et ce doctorat honoris causa est aujourd'hui régi par un décret de 1918, modifié donc notamment en 2002, mais au-delà de ce décret, on trouve l'origine du doctorat honoris causa finalement dès le XVIIe siècle, et il y avait la volonté donc eh bien d'honorer les enseignants, les chercheurs ou finalement les praticiens aussi qui passaient d'université en université dans le cheminement d'une carrière et ainsi eh bien pour valider en quelque sorte leur passage. De nos jours donc, le doctorat honoris causa peut être délivré par toutes les universités, même celles qui délivrent des fois le titre de docteur, on ne sait pas de quelle façon, mais enfin peu importe. Il n'y a pas que les grandes universités, hélas, qui peuvent délivrer le doctorat honoris causa, mais avec un processus qui est assez limitatif même, dans le sens où nous pouvons honorer par an que 4 collègues. Donc là, il y a déjà premier choix qui est à faire au niveau de l'établissement, validation ensuite par le conseil d'administration, et puis ensuite le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères eh bien, émet un avis donc sur les candidatures. Et enfin, chers collègues, nous voilà donc aujourd'hui réunis pour vous honorer. Alors, doctorat honoris causa qui vise à honorer des collègues, soit pour les services rendus, soit pour les liens donc avec l'établissement, soit pour les liens avec le pays. Et finalement, même si dans le protocole, je ne peux pas parler de vous, puisque la tradition veut que ce soit votre parrain, aussi parrain au sens noble du terme, hein, donc qui parle de vous, je me limiterai à évoquer juste quelques éléments. Et pour dire que la reconnaissance aujourd'hui par l'attribution de ce titre est logique, en raison donc des liens que vous avez avec l'Université de Montpellier, et puis également des liens que vous avez avec la France. Lien avec l'Université de Montpellier, puisque vous avez été, chers collègues, à de très nombreuses reprises, professeur invité au LMGC. Alors c'était avant l'Université de Montpellier, c'était aussi au niveau de l'Université de Montpellier 2, puisque professeur invité en 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Certains diraient que vous avez peut-être épuisé votre bilan carbone, mais sur ce campus, le bilan carbone donc n'est pas toujours un élément immédiatement pris en considération. On n'est pas sur la route de Mende dans d'autres locaux. Par ailleurs, eh bien, vous avez une collaboration avec le LMGC qui est ancienne, qui est nourrie dans le domaine de la géomécanique environnementale et les effets de la capillarité et du comportement des matériaux granulaires dans un contexte multiphysique, comme en témoignent donc les nombreuses publications
que vous avez, une publication commune avec des collègues donc de la maison. Vous avez également, chers collègues, dans les liens avec le MGC, avec l'université, participé à des conférences, participé à des séminaires de recherche ici, mais également donc à l'IUT de Nîmes, sur des sujets tels que les pathologies des bâtiments construits sous des formations argileuses et l'étude du comportement très plastique des argiles. Alors, à l'université, j'ai quand même un décodeur au niveau du bâtiment 7 de Triolet, c'est Bernard Morin, donc, qui, sur les questions bâtimentaires, béton, génie civil, donc, mais génie civil et environnemental, Bernard, donc, eh bien, me fait quelques éléments d'explication. Et puis également, cette reconnaissance aujourd'hui, eh bien, elle témoigne aussi, ou elle se justifie par les liens que nous avons entre l'Université de Montpellier et des universités américaines, puisque les contacts scientifiques, les collaborations entre l'Université de Montpellier et les États-Unis se sont élargis au cours des dernières décennies à de nombreux domaines, comme la biologie, la santé, la recherche spatiale, les mathématiques, la chimie et la physique, pour n'en citer que les principaux. Et au-delà du contexte actuel que nous connaissons, eh bien, nous souhaitons, avec François Pirot, que d'autres domaines encore puissent nourrir ces partenariats, ces échanges. Et quand même, quand on évoque les liens entre les publications Université de Montpellier avec des chercheurs donc américains ou d'universités américaines, eh bien, depuis 2020, on comptabilise 6247 publications scientifiques co-signées entre des collègues de l'Université de Montpellier ou des organismes présents donc sur Montpellier et des établissements américains. Et puis, également, n'oublions pas que nous avons un programme aussi qui valorise ces échanges-là, c'est le programme MEKIT qui a accueilli un nombre significatif de chercheurs en provenance des États-Unis. Et également, ces relations donc entre l'université et le pays qui est le vôtre, des États-Unis, eh bien, se traduit par des doctorats honoris causa qui ont déjà été attribués, nombreux, à des collègues américains. C'est le cas notamment en 2018 à Oussama Khatib, de l'université de Stanford, qui était en robotique. C'est le cas en 2023, autre exemple, donc, à Sorosso Rossian, qui était ingénieur civil de l'université de Californie, pour donner donc quelques exemples. Et donc, vous voyez que votre connaissance aujourd'hui, le fait que vous receviez ce titre de docteur honoris causa, si c'est un titre simplement honorifique, eh bien, a donc la marque de la reconnaissance d'une communauté scientifique, la communauté montpelliéraine, plus particulièrement donc de votre communauté avec les collègues que vous avez côtoyés donc tout au long de ces années, parce que eh bien, vous êtes quelqu'un qui a marqué et qui marque donc nos relations internationales et nos relations scientifiques. Et donc, lorsque le LMGC, particulièrement Saïd, a proposé votre candidature, eh bien, il n'y a pas eu vraiment de grand débat pour l'accepter, pour que nous retenions donc pour vous honorer aujourd'hui. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité, eh bien, que vous êtes parmi nous et que vous allez être des nôtres dans quelques moments, puisque vous serez docteur d'Université de Montpellier, qui, quand même, va vous obliger à quelque chose, c'est de parler toujours en bien à présent, en français ou en anglais, peu importe, mais toujours en bien de l'université française, un peu, mais de l'Université de Montpellier, beaucoup. Chers collègues, merci pour votre présence. Je vais laisser maintenant la parole à votre parrain qui pourra parler de vous. Il vous connaît bien sûr mieux que moi, mais c'était le seul autorisé dans cette cérémonie à pouvoir le faire. Merci en tout cas. Saïd. Bien. Monsieur le Président de l'Université, cher Philippe, chers collègues vice-présidents, directeurs de composantes, directeurs d'unités de recherche, enseignants, chercheurs, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi et un immense plaisir de prononcer l'éloge du professeur Thomas Hüken, ingénieur, chercheur, enseignant, à l'occasion de la remise de ce titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Cher Thomas, Tomek, vous êtes né et formé en Pologne. Vous y avez obtenu votre diplôme d'ingénieur à l'Université de technologie de Gdańsk, avant de poursuivre avec un doctorat en mécanique appliquée à l'Académie des sciences de Pologne, donc Académie polonaise de sciences, sous la direction du professeur Zenon Mroz, qui est une figure illustre
de la mécanique des milieux continus. On sait à combien ça compte, la mécanique des milieux continus dans ce laboratoire. Et donc, vous avez gardé certainement encore un héritage bien entretenu. Vous avez complété cette formation déjà remarquable par un doctorat d'État en sciences physiques à l'Université de Grenoble. Et très tôt, votre itinéraire prend une dimension résolument internationale. De votre Pologne natale, en plein état de siège en 1981 et ses restrictions, vous êtes parti pour l'Italie, et puis la France, la Suisse, la Belgique et les États-Unis, où vous vous êtes installé en 1987 comme professeur à Duke University en Caroline du Nord. Vous y avez mené une carrière académique intense pendant plus de 35 ans, en occupant diverses fonctions pédagogiques, scientifiques et de responsabilité collective. Une carrière marquée par une vraie passion et un engagement permanent pour la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sols, dans sa dimension multiphysique, comme vous aimez le préciser, parce que vous avez compris dès le début qu'il n'était pas réaliste de procéder autrement dans ce domaine. Aujourd'hui, vous êtes professeur émérite toujours à Duke et vous continuez de contribuer avec une vitalité et une intensité peu communes à la recherche et à la formation de jeunes scientifiques. Ce moment solennel est l'occasion de célébrer votre parcours scientifique et votre bilan, dont tous les experts de la géomécanique reconnaissent bien entendu la densité et la portée exceptionnelle. Ce moment solennel est aussi un moment de gratitude. Gratitude envers un grand scientifique, un passeur de savoir, un collaborateur fidèle et un ami de l'Université de Montpellier. C'est également l'occasion de rendre hommage aux valeurs nobles de la recherche académique que vous incarnez, la rigueur, l'inventivité, l'humilité, le partage des connaissances et bien sûr la liberté académique. La liberté académique dans sa dimension la plus saine au service du progrès de la science. Cette même liberté académique qui subit depuis quelques mois la terreur de l'ignorance et du mépris de la part de pouvoirs politiques qui, eux, incarnent l'inculture scientifique et qui frappent sans mesure et sans discernement les bases de la liberté académique. Cette réalité, je sais qu'elle vous affecte, je sais qu'elle vous révolte, comme elle révolte et affecte des dizaines de milliers d'esprits scientifiques libres. Je me permets de me faire l'écho de la communauté universitaire française pour vous assurer de son large soutien. La cérémonie d'aujourd'hui est assez particulière. Le titre de docteur honoris causa est quelque chose de prestigieux, de rare. C'est souvent ailleurs, mais pas à notre université, plus rare de voir ça décerné dans le domaine de l'ingénierie. Aujourd'hui, c'est le génie civil et environnemental. Je suis vraiment fier et reconnaissant envers notre université et sa présidence d'avoir bien voulu mettre la lumière sur le génie civil, même si cette discipline ne représente par sa taille qu'une toute petite fraction de notre université. On admet facilement que la moindre innovation dans ce domaine peut avoir une plus-value considérable compte tenu du caractère toujours vital de ce secteur de l'économie qui est non délocalisable. On construit des abris et des habitats depuis des millénaires, on déconstruit et on reconstruit partout. Les règles artisanales les plus basiques se transmettent de génération en génération sans que l'on puisse toujours percevoir avec précision la genèse des évolutions majeures de ce secteur. Il n'en demeure pas moins que la bonne santé du secteur de la construction d'un pays est souvent perçue comme un gage de la bonne santé de l'économie tout entière de ce pays. On dit bien souvent, quand le bâtiment va, tout va. Formule devenue une sorte d'adage depuis le 19e siècle et qu'on prête à un certain Martin Nadeau, qui fut un simple maçon, devenu grand maçon et puis député de la Creuse. Nous savons ici à l'université que les dernières transitions écologiques, environnementales, industrielles, numériques font que d'autres secteurs comme l'énergie, la santé, l'eau, l'alimentation et le numérique
avec la donnée, l'intelligence artificielle et la cybersécurité sont autant d'autres terrains d'expression du progrès et de la prospérité d'un pays. En phase avec ces transitions, l'Université de Montpellier axe sa stratégie autour des 3 enjeux sociétaux: nourrir, soigner, protéger, qui sont en fait suffisamment larges pour englober tous ces secteurs. La construction et ses composantes me paraissent s'inscrire complètement dans le cadre de l'enjeu protéger. L'étude des sols, la géotechnique, la géomécanique sont des composantes de la construction. C'est dans ce contexte que se situe votre recherche exploratoire et audacieuse. Recherche dont les sujets de projet ne sont pas toujours très établis, sont souvent à risque, mais toujours avec la certitude qu'il y a un fort potentiel d'originalité et d'innovation en matière d'ingénierie des sols. Bien savoir que la mécanique des sols est relativement récente comme domaine scientifique de recherche. Il a fallu attendre le XXe siècle, plus précisément l'entre-deux-guerres, pour que l'Autrichien Karl Terzaghi transforme cette discipline qui reposait principalement sur des catalogues de bonnes pratiques constructives de l'ingénieur en la dotant d'une science fondamentale qui explore le matériau et son comportement avec toute sa complexité de structure et de composition, avec sa multiplicité d'échelles et d'études et avec sa diversité de comportements. Cher Thomas, vous vous inscrivez complètement dans la continuité de cette école de pensée. Grâce à vos travaux, la prise en compte du caractère multiphysique et multi-échelle est devenue une forme d'exigence dans toute étude sérieuse en géomécanique. Vous êtes, d'une certaine manière, un bâtisseur de la géomécanique multiphysique environnementale et l'un des pionniers mondiaux dans ce domaine. Vous avez démontré, bien avant d'autres, que les effets thermiques, chimiques, mécaniques et capillaires dans les sols et les roches ne pouvaient plus être pensés isolément. Dès les années 70, vous avez formulé le couplage élastoplastique, où l'élasticité des géomatériaux évolue en dépendant de leur déformation irréversible, puis vous avez introduit la thermoplasticité des sols, montrant comment la chaleur modifie leur compacité, leur stabilité et leur résistance au cisaillement. Dans les années 90, vous avez élargi ce champ à la chimioplasticité, intégrant les effets de réactions géochimiques telles que la dissolution et la précipitation sur la perméabilité et sur la résistance de ces géomatériaux. Plus récemment, à partir des années 2000, vous explorez les phénomènes d'évaporation et de fissuration, les instabilités capillaires et les ponts liquides entre grains avec un raffinement théorique et expérimental remarquable. C'est cette dernière thématique qui vous a le plus rapproché du LMGC dès 2007-2008. Fabien Soulier, Jean-Yves Delaine, Faron Radjaï, Boleslav Miennik, presque tous là, et moi-même, qui travaillions beaucoup à cette époque sur les approches multi-échelles de la capillarité dans les milieux granulaires. 2 exemples représentatifs de l'apport de vos travaux en géomécanique environnementale au domaine de la construction. Le premier exemple concerne le stockage de déchets radioactifs de moyenne et haute activité et à vie longue dans les formations géologiques profondes. Il faut savoir que ces déchets représentent à peine 3% du volume des déchets radioactifs, mais quasiment 100% de la radioactivité. Aujourd'hui, en France, ces déchets très dangereux n'ont pas encore de filière définitive de stockage. Ils sont conditionnés et entreposés par leurs producteurs dans l'attente d'un site de stockage définitif. À terme, ils devraient être stockés dans une formation géologique à grande profondeur, autour de 500 mètres, qui a été sélectionnée pour ses propriétés favorables à l'accueil d'un tel stockage. Elle est située entre la Meuse et la Haute-Marne. La formation argileuse stable depuis des millions d'années est extrêmement compacte et imperméable pour constituer une barrière géologique en cas d'incident ou d'accident. Le creusement de multiples galeries et leur ventilation génèrent une redistribution des contraintes, une déshydratation des parois,
une potentielle fissuration et un risque de dégradation des propriétés de barrière. Par ailleurs, l'entreposage de déchets à haute activité est susceptible de produire des augmentations de température de plusieurs dizaines de degrés, des concentrations de contraintes et des gradients hydriques favorisant les transports et augmentant les risques. Tous les ingrédients sont donc là pour faire de ce projet industriel une vraie problématique géomécanique, multiphysique, environnementale et un vrai enjeu sociétal de sûreté de la plus grande importance. D'autant plus que ça concerne le stockage, la sécurité, la maintenance et la réversibilité sur un temps très long. On parle de millions d'années. Vos modèles sont très largement utilisés par les géomécaniciens pour prédire le comportement chimio-thermo-hydromécanique de ces formations argileuses soumises à des sources de chaleur considérables et amenant la température localement à plus de 100 degrés. Ce n'est pas pour rien que vous avez été l'un des 2 experts internationaux à évaluer la faisabilité de ce projet national à plusieurs reprises. Le deuxième exemple concerne le retrait et la fissuration des argiles pendant les périodes de sécheresse et la situation duale de gonflement dans les périodes de grande pluie. Cette problématique est commune et son impact est dévastateur pour les constructions sur sol argileux sans précaution en termes de fondation spéciale. Vous avez dirigé de très nombreux travaux et formé plusieurs jeunes chercheurs sur cette thématique à une période d'intenses échanges avec le LMGC et le laboratoire de mécanique des sols de l'EPFL. On était plutôt à 3. Cher Thomas, votre œuvre scientifique majeure et votre rayonnement international ont été reconnus à de nombreuses reprises. J'en cite que 3, la médaille John Booker, la médaille Alert Geomaterials et la médaille Géotechnique qui a été partagée avec l'équipe de Montpellier. Vous avez donné des conférences dans les plus grandes universités du monde, publié dans des revues les plus sélectives dans le domaine et fondé avec une autre bonne connaissance du LMGC, l'IS la lui de l'EPFL, une revue devenue incontournable dans ce domaine, Geomechanics for Energy and the Environment. Cher Thomas, au-delà de la qualité scientifique, nous saluons aujourd'hui un collaborateur fidèle qui a un lien profond avec la France et Montpellier. Depuis 2008, vous avez été professeur invité à Montpellier à 9 reprises. Au LMGC, vous avez construit pas à pas une collaboration durable. Vous avez co-dirigé des recherches, donné des conférences, co-écrit des articles et même participé à la formation de nos doctorants et stagiaires. Vous avez été aussi l'un des rares experts internationaux à évaluer les travaux de l'ANDRA dans le cadre du projet national CIGEO sur le stockage de déchets radioactifs et votre engagement dans les réseaux européens comme Alert, IRN Géomécanique a renforcé les liens scientifiques entre nos institutions. Avant de conclure cet éloge, cher Thomas, je vais, si vous me le permettez, aller sur un terrain un peu plus personnel en évoquant votre facette artiste. Un art assez particulier, pas franchement éloigné de la mécanique. Je me suis permis de composer 2 diapositives avec quelques exemples de vos créations. Alors, il faut préciser que ce que l'on voit là est entièrement découpé dans de fines feuilles d'aluminium à l'aide de minuscules ciseaux à ongles, bien qu'il existe depuis plusieurs siècles de beaux styles traditionnels de découpe sur le papier dans différentes cultures. Les découpes de Thomas Hucken sont très personnelles. Sur cette diapositive, vous avez des beaux paysages dont vous êtes le seul à détenir les clés, Thomas. Sur cette deuxième diapositive, des créatures horrifiantes ou horrifiées ou tourmentées, mais toujours un peu théâtrales. Les créatures horrifiées me plaisent beaucoup, moi.
elles évoquent pour moi un état par lequel on passe de plus en plus souvent dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cher Thomas, pour votre science, pour votre science vaste, rigoureuse et imaginative, pour votre style précis, exigeant et généreux, pour votre parcours exemplaire, pour ce que vous incarnez de rare, la confiance dans la coopération, dans le dialogue, dans la transmission. Nous sommes si fiers aujourd'hui de vous accueillir dans notre communauté académique, Monsieur le docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Comme vous le savez, vous êtes toujours chez vous à l'MGC et à l'Université de Montpellier. Et je sais que vous aimez beaucoup Montpellier, la ville de Montpellier, son université de médecine, son jardin des plantes, les bons petits plats méditerranéens, le bon vin rouge du Pixalo. Voilà. Donc, bienvenue chez vous. C'est vraiment un très, très grand plaisir de faire votre éloge à cette occasion-là. Et je vous remercie. Donc, formellement, après cet éloge, tout le monde a compris que vous êtes maintenant des nôtres. Et donc, formellement, nous vous remettons donc votre diplôme de docteur honoris causa de cette université et avec les félicitations de l'ensemble de la communauté universitaire. Merci. Félicitations. Merci. Une photo. Avant que je commence, je ne peux pas ne dire merci pour le choix de la musique polonaise et une parfaite exécution avec le rythme et l'esprit polonais. Merci. Et merci à qui a choisi ça. Messieurs, dames, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-président aux relations internationales, Monsieur le Vice-président de la recherche, Monsieur les collègues académiciens, cher Saïd, directeur de l'unité des Nîmes, Stéphane Pagano, directeur du laboratoire mécanique et génie civil de Montpellier, messieurs, dames, mesdemoiselles, chers étudiants et étudiantes, je voudrais tout d'abord remercier à venir ici pour cette occasion magnifique
est magnifique pour moi et mes collègues qui travaillaient avec moi. Magnifique aussi pour l'importance et ancienneté de l'Université de Montpellier. Vous savez que depuis que j'étais jeune et j'ai commencé à lire, j'étais fasciné par les anciennes universités. Je ne sais pas ce qu'il y avait qui m'apportait à ça, mais j'aimais dans quelque sens lire des anciennes médiévales universités, comme Salamanque, Bologne, et évidemment Montpellier, Oxford et Cambridge. Et alors, recevoir le doctorat d'honoris causa d'une université aussi ancienne que Montpellier est pour moi un double, sinon triple honneur. Et je remercie de nouveau à cette distinction. Donc, je voudrais exprimer mes remerciements pour le soutien de ma candidature et pour vraiment l'effort que vous avez fait pour organiser tout ça. Mes plus chaleureux remerciements vont à Saïd, qui est montré ici à Joshua Tree National Park en Californie, en 2013, je crois, où il cherchait de manger de ce type de hamburger qui est fond de lui. Et comme vous pouvez imaginer, nous nous sommes divertis beaucoup au cours de cette exposition. L'autre interprétation qui est pratiquée des travaux décisifs s'est préparée à nombreuses tâches de notre collaboration. Je voudrais remercier aussi à la famille El Youssoufi, Laïla et des garçons, pour les nombreuses soirées et dîners et excursions et tous qu'il m'a offert au cours de mes multiples présences à Montpellier. Leur soutien parmi presque 17 ans, nous avons compté hier que je suis venu ici. C'est un très long temps. Je voudrais remercier ma famille pour leur compréhension au cours de plusieurs absences multiples prolongées. Voilà, c'est ma famille dans multiples versions. C'est la dernière édition, mes deux grands-fils avec ma fille Julia, qui m'a donné aussi beaucoup de satisfaction. Remerciements sont dus à mes premiers maîtres, mon père. Je viens d'une famille d'académiciens, et donc il était professeur de génie maritime de l'école polytechnique de Gdańsk, et il était engagé dans une coopération scientifique franco-polonaise par plusieurs années. Il était élu comme membre de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Et c'est il était lui qui m'a introduit aux sciences d'ingénieur. Il m'a voulu d'être génie maritime, comme jeune garçon, je ne pouvais pas jamais suivre des conseils de père. Je ne sais pas si c'était bon, mais toutefois. Et je voudrais aussi remercier en absence à mon arrière-grand-père, Edward Hucken, qui était une légende de la famille, parce que, évidemment, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il était botaniste, il était professeur, directeur des lycées de Lwów
qui a 7 ans, et il était en Pologne, maintenant en Ukraine, pour plusieurs années. Mehmet plus récent, c'est son Zenon Rouz qui était là, il est toujours actif, il est 94, je crois. Et il travaille encore. Je lui visité hier, l'année dernière, oui, dans son bureau. Et il était comme je l'ai connu depuis plusieurs années. C'était l'Institut de problèmes fondamentaux de technologie de l'Académie polonaise des sciences à Varsovie. Voilà, c'est ma fenêtre là-bas où je travaillais. Et Louis Zenon et Andrew Drescher étaient mes supervisors, comme on dirait en français, je ne sais pas, co-directeur de thèse. M. Savchuk, qui était directeur de labo à Varsovie, il était il était après professeur à Grenoble, un globaliste scientifique. Il a exhorté tous les jeunes au laboratoire d'aller étudier et travailler à l'étranger. Et il m'a envoyé chez Giulio Maier à Milan. J'ai travaillé plusieurs années avec lui, qui était une expérience très formative. Et ça allait très bien, mais en 1981, il y avait un coup d'État communiste militaire en Pologne pour arrêter le mouvement ouvrier anticommuniste, qui est une paradoxe de sens. Mais 2 mois avant, nous avons senti qu'est-ce qui venait et nous sommes partis pour l'Italie. Et là, au soutien de notre ami, j'ai passé des années à l'Université de Rome avec le professeur Calabresi et Laura Cavalera, mes collègues, et après l'ISMES de Bergame, que je parlerai plus avant, et Polytechnique de Milan. L'Istituto Sperimentale Materiali e Strutture s'appelait, c'était l'institut à Bergame, qui était vraiment fondamental et critique pour ma formation professionnelle, parce que le sujet qui m'était assigné était complètement nouveau. La thermomécanique des argiles au niveau de construction et isolement géologique des déchets nucléaires. C'est dans cet endroit que nous avons construit une nouvelle théorie de la thermoplasticité des argiles, et je peux vous dire que c'était un Eldorado scientifique qui me porte presque aujourd'hui. Malheureusement, l'Italie a abandonné l'énergie nucléaire par référendum en 1986, après Tchernobyl, et après, il y avait la vente de l'ISMES, qui est devenue une institution commerciale sans composant scientifique qui a été avant. En 1985, je faisais la thèse d'État à l'Université de Grenoble avec ses collègues et qui étaient membres de ma jury et soutenaient là-bas. Et quand l'ISMES était vendu, je cherchais de trouver une nouvelle maison et je trouvais là à l'Université de Duke où j'ai continué à travailler sur la thermoplasticité de l'argile, chimioplasticité, fissuration à séchage, évaporation de l'eau capillaire du milieu granulaire. Vous savez, à Duke, j'avais l'intention de continuer, de travailler surtout sur la thermomécanique, mais la fortune m'a abandonné parce que le Congrès américain, en 1987,
a décidé de fermer tous les programmes sur le nucléaire, sauf un qui était à Yucca Mountain, était contrôlé en majorité par les DOE, qui c'est une agence paramilitaire. Donc, j'étais un peu désespéré. Un ami à moi, pour me consoler, me disait tu as fait toute la thermomécanique. Il n'a pas de sous pour ça. Et toi, chimiomécanique. Et j'ai trouvé très vite que c'était une proposition très intéressante et surtout pertinente du point de vue technique. Donc, je me suis abandonné à travailler sur ça, mais je n'avais pas un labo à ce but. Donc, je me suis mis à collaborer avec les collègues, soit canadiens qu'en majorité européenne, et que vous voyez, c'est presque tous sont des domaines linguistiques français. Belgique et Lausanne, France, et bien sûr, les Italiens qui étaient toujours très proches à mon cœur. Et comme dérivant de la partie chimique, je me suis réalisé que les choses de séchage de ces matériaux étaient également très importantes, soit dans le contexte des choses nucléaires que presque tous, l'agriculture, l'industrie de toutes les sortes, qui devaient confronter avec les résultats d'évaporation. Et ça m'a porté à Montpellier, où il y a déjà une très forte compétence sur le sujet. Bon, ça, ce sont les sujets principaux des Comores où j'ai travaillé. Et ça, ce sont les vrais joueurs qui jouaient avec moi, mes co-auteurs, sans lesquels toutes ces choses n'étaient pas possibles. C'est donc, je suis ici parce que, grâce à le soutien de tous ces collègues, évidemment, je ne peux pas les citer tous. Vous retrouverez quelques faces ici et là-bas, mais donc, je dois remercier à eux pour leur soutien. Et merci à Montpellier pour 17 ans de collaboration, de soutien personnel, soutien scientifique. Bien sûr, je commence de Saïd et la famille de Youssouphi et la famille Mielchuk avec Jean-Claude Benet qui est grandement manqué plusieurs années, Fabio Soulier, Frédéric Jamin, Jean-Yves Delaine, Christian Sex, France, Yola, toutes les personnes qui m'ont soutenu et donné compagnie au cours de ces années. Et laissez-moi finir la partie personnelle avec ces deux remarques. Je crois que la multiphysique en géomatériaux, c'est le futur de la géomécanique en contexte des technologies modernes qui ne peuvent pas être résolues sans prenant en compte les aspects chimiques, physiques et de transition de phase avec les moyens scientifiques appropriés. Et une autre remarque est l'aspect humain. Je constate de ma expérience de chercheuse que le plus du succès des contenus scientifiques de nos découvertes,
la stimulation mutuelle avec collègues, collaborateurs est plus qu'importante. Il est fondamental. Et ça dépend des relations de confiance, de sympathie, des amitiés qui évoluent au cours des recherches. Et pour moi, c'est une chose essentielle. La communauté scientifique internationale qui ne doit souffrir des hauts et bas politiques et qui n'ont pas d'importance en effet. Ce sont des turbulences terribles, mais il faut aller avant, base à les amitiés scientifiques qui existent. Donc, pour cela, je suis éternellement gratuite et reconnaissant à Montpellier et mes collègues ici. Merci. Alors, moi, maintenant, je passe à l'anglais, parce que c'est beaucoup plus facile à moi, et je crois que vous me comprendrez. Et voilà. Geomechanics is the science of the ground, mechanics of the ground. And as you probably know already, but without me telling you that the ground under your feet is changing in all the dimensions possible, with evolving climate, our aggression toward the environment, and exploitation and over-exploitation, sprawling population, and all the new technologies that take advantage of the Earth. And I think if we are responsible engineers, we should not overexploit the ground and conserve it for future users. And the methods that we develop for it, and the consequences of that, and the tools of ground engineering should evolve as well. And the key tool is a prediction through mathematical modeling, because these days practically everybody requires that we think forward and figure out what kind of consequences of whatever engineering we do will have to our future generations. So mathematical modeling became extremely important, and the tools to do that need to be very sophisticated. So just to mention one thing, that geomechanics, in a sense, was born in Montpellier, because Charles Augustin de Coulomb, which is the premier name in soil mechanics, was born, or his family was from here. Classical geotechnics has been focused mainly on engineering of fortifications and stability and foundations, etc. But today's geomechanics needs to address issues resulting from new energies and the questions of environmental sustainability and climate change that I listed all here, and you probably recognize them, at least from the newspapers and the television talk. But I will base most of the things that I will mention from the initial inspiration that I had personally from the nuclear waste geological disposal. And I worked with friends in Italy, in Belgium, in Spain, in France, and obviously in the US. And as Said mentioned, this is essentially making holes in the ground to put the nuclear waste there. The nuclear waste have a temperature about 200 degrees or 100 in the lowest range, and it affects enormously the ground around, and it affects it for thousands of years. So you can expect the evolution of the properties of the ground as well. Here,
are we, the two of us, we are visiting the underground laboratory of Andra, which I think is Tournemire, nearby from here. Nuclear waste disposal per se is extremely divisive issues, and people will fight and fight and fight against or for. The point is, the nuclear waste is here. It's hot, it's dangerous, and needs to be put away. And our job is to do it in a responsible and, way that foresee all possible consequences. When I say all possible, I realize it's obviously not possible, but something is possible, and that's the point here. So the multiphysics is important in this context because it affects both the thermal part, the chemical part, and phase transitions of the sediments. In thermal, when I worked in Italy, the main thing that we discovered is that geological materials in some conditions, instead of thermally expanding, on which most of technology is dependent, in some conditions thermally collapse. And that was a trouble and is a trouble today. In chemoplasticity, the effect is very simple. You can imagine that any geological medium will, over a long period of time, in different and varying conditions, in addition, added by the effect of temperature for long periods of time, will change and change enormously, and that needs to be taken away. There is the one equation in the whole talk, which is it, and there is one inequality much later. So don't be agitated too much if you do not understand anything. Not that I understand everything. Okay, I was here on the first floor here in 2008, and I gave that seminar on chemomechanical coupling. So you see there's a long tradition of our work. As I said, one of the most important factors is the phase transition, which means evaporation, which leads to drying of the material, shrinkage, and cracking. And cracking is horrible for any kind of isolation barrier that we think of. And here is more or less how this thing looks like. The cylinder contains the waste, and the thing around that is essentially the barrier. This is an experiment that was done, I think, in Tournemire. What prompted my interest is this slide. In the 1998, in ACL in Canada, they were doing experiments by embedding hot rods into clay to see the effect. And to surprise of everybody, instead of nice barrier that they were hoping to demonstrate, they got this completely cracked and dried system. The water that was supposed to be there, even if it evaporated, was supposed to return to it, never showed up. So the cracking is definitely a problem for it. So I would just try to explain that in very few words. So drying is obviously a process of evaporation, but it also entails a number of other effects. The evaporation flux, the changes in capillary pressure, the surface tension, all these variables affect the mechanical properties of the material, but also thermal properties and diffusivity and thermal conductivity, etc., which leads eventually to cracking that nobody wants. One of the aspects of modern geomechanics is the multi-scale consideration. It's
artificial construct of our mind. Everything happens at the same time on its own way. We can observe it on different scales. We can go into molecular analysis or sub-grain scales, etc., and we can conceive how the phenomena happen at each scale. But as I said, it's a construct. And to put it together can give us possibly the image of everything together. So the process of cracking is complicated already by the interaction between the phase transition and mechanics. I will skip that. This is certainly a nice way to look at this. So there are certain very strange things that happen in drying and cracking, which is, a very normal phenomenon. But contrary to what most people think of, the crack happens when the material is completely wet, not like this, which is completely dry. Cracking occurs at the very beginning of the process, because this is when material shrinks and is constrained, and this is why it cracks at that stage. The second very strange thing that we do not realize is the process of the cracking is extremely slow, which in terms of engineering categorizes it as ductile rather than brittle. This is another surprise of the behavior and needs to be explained. Now, what takes us to the things that we did here with Said and colleagues in Montpellier is to connect the cracking to the phenomenon called air entry, which happens between these two phases of the dry, which is at the boundary between capillary and funicular behavior of drying systems. It essentially means that the air is injected or it's sucked in due to the process of evaporation. And so we did some experiments here basing on the equipment that was developed in Montpellier before. And just to give you one example to surprise you. So this is an experiment of a capillary bridge between two spheres like this. And this capillary bridge, during drying, exerts forces on the grains, and these forces generate strange phenomena. So now I will show you a brief movie, and look at the bridge, which is getting thinner and thinner and thinner, and cracks. Now, the thing is that if we go back, and so you see the evolution is essentially thinning of that, it's the bridge is beautifully hyperbolic in the form until it comes to extremely strange stage that the bridge becomes a water wire, which is a form of instability of that form. It's mathematically, physically important, and it is very, very strange. So it appears that there are 4 forms of instability in a system like this. What was new is that we were able to image process those bridges and evaluate curvatures, which these kappas are, the curvatures. There are 2 curvatures of such a bridge, one that comes from the wire and the other of this form here, right? And we were able to measure them and quantify and calculate the Laplace pressure or suction that is generating the cracks. What is strange also that during drying, if you measure the force, the capillary force on the vertical axis, it develops with the decreasing content of water. At some point, you see those strange jumps
those jumps were already seen in 1927 by a gentleman named Heinz, but we were able to measure them and to pin them to a specific moment in the history of the bridges. And they happen in two-grain bridge, and three-grain bridge, and four-grain bridge, in all types of bridges. And you see later on, this is happening in the three bridges. And let me just show the other movie. And this movie, I will spare you the other movie. Look at the center there. Oops, that's what is happening. It's happening sudden, with the implication that you have this jump. And this jump is a very fundamental thing, because it affects the whole system of grains around it that vibrate and generate a crack formation. And that's essentially what is all about that. Okay, I will spare you this. This is the same thing, more or less, for 8 grains, and we were able as well to to quantify that. In nearby, there is a adventure that Bolo Milinchuk here present and Said, they went to the space on this plane of LB0J by these two institutions, and without gravity, that lasted, I think, 20 seconds or 2 minutes, they were able to measure the forces that were, instead of being affected by gravity, are perfectly symmetrical. So they confirmed that most of the phenomena that you have seen happened there. The last step that I would like to mention is that in the complex systems, we are not able to measure an image the curvatures of the bridges, which are the element from which we calculate the forces. So we invented cylindrical grains, which is a complete artifact, and measured the same thing, which is based on one single curvature. And we have identified, and we have been able to identify the jumps that happened between these 2 points, for instance, on this history. You have seen those jumps in the movies, but we are able to calculate the curvatures of those different phases, the beginning and the end of the jump, and therefore they jump both in the energy and the forces between these two. And from calculation of the energy of that jump, we were able to calculate, more or less we knew how much of mass was jumping, so we could calculate acceleration, from which we could calculate the velocity, from which we could calculate the time of the jump. And we could use our theory and then confirm it with the results of the experiment that you can see over there, and we got a beautiful coincidence of the results vis-a-vis the theory, which always makes any scientist extremely happy. Now, this is the inequality that I mentioned, the only one, which is the stability criterion for the meniscus to jump. And this is, I think, one of the crown jewels of our discoveries. And I think that's it. So, more or less, I think this is the summary of what I mentioned, and you are welcome to study it in depth from the slides after. And there are many left questions and open new horizons. Usually there are more open horizons that question that we answered in any research. And this is the case also here. That's for young aspiring scientists that would like to follow. And the final remarks are these. I think that multiphysics approach is necessary for modern modeling of materials like those. The process coupling mechanisms are the hardest part to conceive, at least, and to realize.
the jumps between the scales, the molecular scales, sometimes are necessary, but also extremely difficult and require a lot of creativity. And this is where essentially new discoveries can be found. There are vast implications for societal needs and future developments, not only in nuclear waste disposal, but all the new energies, technologies, and almost everything. You imagine one of the biggest problems with Mona Lisa is that it is cracked. And if Leonardo knew what we know now, he would certainly produce a painting without those cracks. Well, when I meet him soon, I will certainly convey the message. And finally, to make a chip to today's situation, basic research deserves the money of the society. And it is necessary that basic research is funded, not like some people think. All right. Thank you, Montpellier, again, and that's it. I wholeheartedly thank you for your presence and for the 17 years of friendship and collaboration. Thank you very much. Stanley say.